I think the... Le président, eh bien, bon après-midi. Tout d'abord, monsieur le témoin, je donne donc la parole à la défense pour qu'elle puisse poursuivre ses questions. Vous avez la parole, maître Altit. Merci, monsieur le président. Monsieur le témoin. Le 8 mars 2016, vous nous disiez, page 48, 49 et ligne 20 à 4, enfin plus exactement, à partir de la ligne 20, page 48 jusqu'à la ligne 4, page 49, à une question concernant la présence de M. Bakayoko, je cite, à la télé quelques minutes avant minuit. Vous répondiez, j'ai vu ça à la télé ivoirienne, la RTI. Le procureur vous demandait, vous rappelez-vous ce qu'il a dit à ce moment-là, avant l'heure de minuit, vous rappelez-vous des détails de ce qu'il a dit, et vous disiez, si je me souviens bien, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais je sais qu'il avait dit qu'on devait être patient, qu'il n'était pas encore minuit, que les résultats sont en train d'être analysés, que c'est en train de venir, attendons minuit, avant qu'il puisse donner sa décision. Je crois que c'est ce que j'ai dû entendre. Fin de citation. Alors, nous souhaitons montrer une vidéo au témoin dont le numéro est CIV-D15-0001-0583. Il s'agit d'une vidéo diffusée à la RTI le 1er décembre 2010 à 23h55 et mise en ligne le 23 février 2013 sur le site sur YouTube. Et il s'agit de la conférence de presse donnée par Youssouf Bakayoko, président de la CEI, le 1er décembre 2010 à 23h55. Le timecode est du début de la vidéo à 2 minutes 10. Remercier les Ivoiriens d'être aussi patients. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire et bien entendu des différents bureaux de vote et des différentes commissions locales. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Quand nous serons prêts, nous nous tournerons vers la télévision pour vous communiquer les résultats de nos délibérations à l'ensemble de la population. Je veux donc leur demander d'être patient, d'être compréhensif et puis de nous laisser le temps de travailler en toute sérénité. Vous laissez le temps, mais à minuit, le délai de 3 jours, est-ce qu'il est extensible? Écoutez, il s'agit de problèmes d'une grande importance. Il n'est pas encore minuit. Donc, nous continuons de travailler. Il y a eu quelques petits incidents hier par rapport à la proclamation de certains résultats et par rapport à la contestation de certains commissaires. Oui, nous avons travaillé à faire en sorte que la paix revienne au sein de la commission. Et nous continuons de faire ce travail. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes encore en train de poursuivre nos délibérations, lesquelles délibérations doivent être acquises par consensus. Donc voilà le travail que nous faisons. C'est vrai que hier,
Il y a eu quelques actes regrettables, mais aujourd'hui, tout semble aller normalement. Monsieur le Président, la question de minuit a été posée. Est-ce qu'après minuit, la CEI a encore la compétence de proclamer un résultat? Je vais vous répondre qu'il n'est pas encore minuit. Merci. Je tiens à dire que l'accusation est prête à admettre la date, le contenu de la vidéo pour le dossier. Donc, c'est arrivé le 1er décembre, quelques minutes avant minuit. D'ailleurs, il y a un horodatage. Et c'est M. Bakayoko, le président de la commission de la CEI. Et le contenu aussi devrait être mis au dossier, s'il vous plaît. Le président mettra le titre. Président, nous notons l'admission par accusation. Monsieur le témoin, est-ce que ce sont les images que vous nous disiez avoir vues? Oui, monsieur le maître. Au fin de l'enregistrement, pouvez-vous nous dire qui est la personne qui parlait sur la vidéo? Oui, c'est le président Youssouf Bakayoko. Il était président de quoi? Président de la CI. Et c'est quoi la CEI? C'est ceux qui sont chargés d'organiser les élections. D'accord. Et pourquoi devait-il, le président Bakayoko, donner des résultats? Les résultats, le président Bakayoko devait donner, c'était des résultats provisoires, je crois. C'était le rôle, c'est-à-dire que tous les résultats qui devaient venir de toutes les différentes régions du pays, et que la finale, c'est-à-dire que de temps en temps, le porte-parole Bamba qui était passé, donnait les résultats selon quand la commission siégeait et approuvait et validait que les résultats qui étaient venus étaient bien, qu'il n'y avait pas de problème. Donc le porte-parole donnait les résultats à la population et en finale, lui, il devait venir donner les résultats provisoires définitifs. D'accord. Et quelle est l'autorité compétente en Côte d'Ivoire pour prononcer les résultats définitifs de l'élection présidentielle? D'après la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est la Cour constitutionnelle. Connaissiez-vous l'affiliation politique de Youssouf Bakayoko? Pardon? Est-ce que vous saviez à l'époque à quel parti politique appartenait Youssouf Bakayoko? Parti au PDCI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le PDCI, s'il vous plaît? Le PDCI, vous rappelez le PDCI comment? C'est-à-dire, c'est quoi le PDCI? C'est quel... Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Merci. Nous allons revenir un moment dans un avenir proche. C'est bon?
Nous allons revenir dans un avenir proche à un thème parent de celui qu'on vient d'aborder, mais je profite de ce moment pour vous poser une question. Vous avez dit quelque chose le 9 mars dans votre témoignage, page 14, qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez dit, je vous cite, « Il n'est pas forcé que tous les ressortissants du Nord appartenaient au parti d'Alassane. Un peu plus loin, vous allez trouver des gens du Nord qui appartiennent au parti de Gbagbo. Vous allez trouver des gens de chez Gbagbo qui appartiennent au parti d'Houphouët-Boigny. Et un peu plus loin encore, vous dites, chacun avait sa position, son candidat. » Fin de citation. Qu'est-ce que je comprends bien, et nous comprenons tous ce que vous voulez dire, mais c'est important pour nous que vous nous donniez le sens de cela, parce que vous voyez, quand on est loin, on a tendance à voir les choses de manière un peu simplificatrice. Et nous voudrions saisir la complexité des choses à travers ce que vous dites là. Ok, merci, maître. Voilà ce que je peux résumer et vous expliquer pour que tout le monde comprenne ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous dire parce que j'ai l'impression qu'on fait croire, ou les gens croient, je dis bien on fait croire ou les gens croient que tous les ressortissants du Nord qui sont, par exemple, qu'on appelle les Djoula, appartiennent à le seul parti qui est le RDR, qui est le parti de M. Alassane. Et tous les Baoulés, les Akans, qui sont les Baoulés et les Hani, qui appartiennent au PDCI, le parti, l'ancien président Houphouët-Boigny. Et le FPI appartient que les BT. Non, non, c'est pas comme ça en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Je vais dire que vous allez trouver des gens du Nord. Dans les gens du Nord, vous allez trouver des gens qui sont au RDR, qui appartiennent au parti de M. Alassane Ouattara. Mais en même temps aussi, dans le Nord, vous allez trouver aussi des gens qui sont des militants du PDCI, qui sont aussi des militants du FPI, de Gbagbo. Vous allez trouver aussi des militants du PIT ou de différents partis. La même chose dans la région du président Gbagbo, des BT. Vous allez trouver des BT PDCI, beaucoup même, PDCI. Et vous allez trouver aussi FPI, vous allez trouver aussi RDR, qui sont dans cette région. Pareil aussi au sud. Vous allez trouver pareil. C'est pour vous dire qu'il y a le mix de mélange des différents ressortissants qui partent en différents partis. C'est ce que je vais dire. C'est pas si je me suis fait comprendre. C'est très clair, en tout cas, je trouve ça très clair et très intéressant. Merci, maître, merci. Puisque les choses étaient complexes, y avait-il, à votre connaissance, des leaders de la galaxie patriotique qui étaient du Nord? Oui. Qui, par exemple? Il y avait Youssouf Fofana, Mhm, il y avait Zegen Touré, mhm, il y avait Seydou, mhm. il y avait Navigué Kamaraté, Navigué Konaté. Et tout cela, ils venaient du Nord. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs, oui. Oui. D'accord. Et hier, vous nous parliez de la jeunesse du RHDP, Oui. c'est-à-dire l'autre côté, si j'ai bien compris. Est-ce que là aussi, il y avait une sorte de diversité parmi les leaders de la jeunesse du RHDP? À mon connaissance, je peux vous dire oui, mais je ne peux pas trop te citer les noms. Peut-être un ou deux ou trois noms, pas plus. Mais il y avait aussi le ménage. Il y avait le ménage, maître. Oui, il y avait un ménage. Pareil que de l'autre côté aussi. Hein. Si vous permettez, je voudrais revenir quelques instants
aux événements qui ont entouré la marche sur la RTI. Rapidement. Vous dites, le 9 mars, dans votre témoignage, page 19, ligne 5, et suivante, à une question de l'accusation sur la perception, ce que l'accusation appelle la perception des pro-Gbagbo et de vous-même, lorsque M. Soro annonce qu'il va y avoir une marche sur la RTI, vous répondez « Il fallait l'empêcher et les jeunes se sont mobilisés pour faire des barricades, des barrages partout. » Donc, on comprend de vos propos, en les lisant là, que c'est une réaction spontanée. Est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire dans cette phrase-là? Oui, j'ai voulu dire que il fallait s'organiser pour les empêcher de venir prendre la télévision. C'est ce que je vais dire. D'accord. Vous dites un peu plus loin, page 22, je vous cite, « Il fallait d'abord atteindre les barrages civils avant de venir au sein de la RTI où il y avait les FDS. » Où il y avait les FDS. Donc, ce que vous dites, pour que je sois sûr de comprendre, et avec moi, que tout le monde soit sûr de comprendre, c'est qu'en réalité, les FDS avaient installé quelques barrages, si je comprends ce que vous dites, hein, vous me dites, autour de la RTI, mais que les civils avaient organisé des barrages un peu plus loin, sur le trajet, au long du trajet. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Et vous nous avez dit aussi, et là encore c'est très intéressant, que ceux qui, comme vous, s'étaient mobilisés, c'était pour protéger leur pays. Je peux vous citer. Vous parlez, toujours page 22, de ceux qui s'organisent, et vous dites, chacun savait ce qu'il devait jouer, il devait protéger son pays, il devait protéger le régime. Les patriotes sont toujours prêts pour défendre leur patrie. Donc, ma question c'est ça, c'est pour qu'on essaie de bien comprendre, n'est-ce pas? Le moteur de cette mobilisation, en quelque sorte, c'est la patrie. C'est l'idée que la patrie, si je comprends ce que vous dites, hein, est en danger. Est-ce que c'est bien cela? Sorry, I don't have the line. Désolé, mais je n'ai pas la ligne. J'essaie de trouver la ligne. 22, ligne 19. Alors, c'est peut-être pas la ligne 19, mais c'est à la suite, probablement. Vous l'avez? Non, je vois pas la citation. Je vais la retrouver. Page 22, lignes 25 et 26. Chacun va un rôle à jouer. D'accord, mais... OK, fine, but... D'accord. Mais n'allongez pas la citation pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Je vais lire en français. Lancer des mots d'ordre, chacun avait un rôle à jouer et chacun savait ce qu'il devait jouer. Il devait protéger son pays. Il devait protéger le régime qui était là. That's the exact quote. Ça, c'est la citation exacte. Je suis allé même un peu plus loin, je pense, que la suite, un petit peu plus loin, c'est les patriotes sont toujours prêts pour défendre leur patrie. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est la citation exacte. Quelle ligne?
Honors, Mesdames, Messieurs les juges, je comprends bien, mais mon collègue, en fait, ouvre les parenthèses et ferme les parenthèses. Il a fait la même chose hier. Ce n'est pas la citation entière. Il prend une partie ici, et après il en prend un autre passage, et puis il enferme tout ça dans des parenthèses. Mais il y a 10 lignes en tout, et il y a un contexte aussi. Alors en français, le président, mais je comprends parfaitement ce que vous me dites. Et on ne peut pas faire comme ça un petit pot pourri, juste pour que cela soit plus pratique. Non, on doit citer parfaitement ce qui est entre les parenthèses, et ensuite on pose la question. Ça faisait pas sous les yeux là. Le moment important, c'est à partir de chacun avait un rôle à jouer. Évidemment, on peut remonter plus haut, mais c'est cela qui est choisi. Chacun avait un rôle à jouer, parce que c'est ça le cœur de ce que dit le témoin. Ensuite, la citation, elle est complète. Il devait protéger son pays, il devait protéger le régime. Alors on a fait, c'est vrai. Il devait protéger, voilà. Il est là maintenant, c'est plus compliqué, parce que je ne peux plus voir là. Mais enfin bon, il dit 2 fois il devait protéger son pays. Alors on a fait sauter une fois il devait protéger. On pourrait répéter. Après on a fait sauter, il y avait le régime, et il rajoutait qui est là. On ne va pas vous... Well, you could split your... Le président, vous pouviez décomposer la question en 2 parties, sans pour autant fusionner deux passages qui sont loin l'un de l'autre. On est loin du soupçon de transformation de la citation. just saying that it should be quoted. Non, moi, tout ce que je demande, c'est qu'on cite les choses in extenso, et c'est tout. S'il y a une phrase, on cite la phrase. Le président, non, on n'est pas en train de dire, maître Atlit, que vous inventez la citation, absolument pas. Non. Donc, posez votre question. Simplement un mot, ces citations sont faites à partir des premiers transcrits, qui sont souvent parfois un peu bruts, avec des répétitions, parfois le terme n'est pas tout à fait exact. Et donc, quand nous on sait que le terme adéquat, enfin qu'il a été mal transcrit, on retranscrit bien. Donc ce n'est pas exactement le transcrit. Hein. C'est à partir des premiers transcrits, ce ne sont pas les transcrits définitifs. On travaille sur le transcrit de la journée, en réalité. Bref. Ah oui, ma question, c'était le patriotisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le patriotisme? Est-ce que c'était important? Qu'est-ce que ça représentait? Ça dépend de chacun, qu'est-ce qu'il comprenait ou bien qu'est-ce qu'il a voulu penser d'être patriote. Mais c'était important de défendre la patrie, c'était très important et c'est ça qui excitait même les jeunes à tout ça, parce que les jeunes pensaient et sentaient que la patrie a été victime des choses, c'est-à-dire qu'on a été touché jusqu'au fond de notre patrie, donc il fallait la défendre. C'est ça que les jeunes patriotes avaient toujours en idée, qu'il faut défendre la patrie. Merci. Vous dites page 52, ligne 24, je vous cite, « C'est les patriotes qu'on mobilisait, ceux qui sentaient que le pays... » Et là, je crois que vous aviez dit... Vous pouvez regarder? Page 52, ligne 24. Je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président. Le témoin dit « ou chose ». Ou chose n'a pas grand sens. Le 9 mars. Ou chose, dans le transcrit de la journée. Et donc, ligne 24, page 52. Quelle est la citation exacte? Que le pays...
Le ou chose, ceux qui sentaient que le pays ou chose est victime d'une injustice. Ça, c'est la citation exacte. Le ou chose n'a pas grand sens, même aucun sens ici. Ça ne veut rien dire. C'est une habitude de langage du témoin que j'ai noté faire disparaître lorsque je vous dis la citation, parce que ça n'apporte rien et au contraire, ça... Bon. Si l'on veut être précis à 100%, je vous dis ou chose. Mais je j'en vois pas vraiment l'intérêt. Ça, c'était le même problème qu'avant. Je le dis juste pour préciser les choses. Parfois, il faut être un tout petit peu souple, pas beaucoup, il faut rester dans les clous, mais il faut savoir s'adapter. Maintenant, je peux dire ou chose. Very brief on that topic. Je serai très bref, dit M. MacDonald. L'exemple précédent, c'était pas une phrase qui a été omise, c'était une phrase, c'était pas un mot, c'était une phrase entière. Le président, oui, je comprends très bien, je comprends très bien. Allez-y et arrêtons d'ergoter. S'il vous plaît, je vous invite à aller de l'avant. Je sais que vous devez être souple, mais la question qui avait été soulevée par le bureau du procureur était un peu différente quand même. Alors allez-y, poursuivez. Qu'on mobilisait, ceux qui sentaient que le pays ou chose est victime d'une injustice ou des autres pays qui s'ingèrent, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous avez dit, qui s'ingèrent, mais c'était l'idée, dans les problèmes. Bon. C'est une sorte de définition du patriotisme que vous nous donnez là. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu élaborer, nous en dire un peu plus? Ok, maître. Ce que je suis en train de vous dire, vous savez, le rôle d'un patriote, que ce que moi je connais, selon les analyses, un patriote, c'est celui qui sent que son pays est, par exemple, attaqué ou suivi des injustices venant des pays étrangers ou d'ailleurs, et qui n'est pas d'accord que son pays suive ce genre de choses, qui se révolte. Vous savez, il y a certaines choses dans le monde, il y a des comportements qui révoltent et qui amènent souvent la révolution, qui amènent souvent aussi que les gens aient la haine des autres, tout ça. C'est le comportement des uns et des autres vis-à-vis des autres. C'est ce que je lui dit. C'est ce que je lui ai dit, que les jeunes patriotes étaient toujours prêts et toujours être mobilisés parce qu'ils estiment que les pays subissent certaines injustices où les gens se mêlaient des choses qui ne les regardaient pas. C'est ce que je lui ai dit. Micro. Donc dans les transcrits français du 8 mars 2016, vous parlez, page 75, vous dites, dans cette période de 3 mois, et donc si je comprends bien, c'est après la proclamation, vous dites après la proclamation des deux partis pour les deux candidats, et dans cette période de 3 mois, c'est à la ligne 5, et dans cette période de 3 mois, il y a eu tous ces genres d'interventions de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ONU, et les médiateurs qui ont été choisis pour venir dire le président allait discuter avec Alassane, et chacun donnait sa position. Est-ce que, selon vous, le président Gbagbo souhaitait une solution par le dialogue? Ok. Oui, le président Gbagbo avait toujours souhaité des solutions par discussion, par dialoguer. Il a même appelé plusieurs fois pour dire que tout le monde vient recompter. Il est venu compter les unes, ça tout le monde l'a vu dans les communiqués, à la télé, partout. Il a fait appel, même les médiateurs qui sont arrivés, il a toujours dit
que les gens devaient venir recompter les urnes pour voir effectivement ces élections qui les avaient gagnées. Et donc, je pense qu'ils dialoguaient toujours, puisque les gens venaient et puis il y avait des discussions. Les gens venaient discuter avec le président Gbagbo, ils allaient discuter avec le président Alassane, il y avait toujours des discussions. Oui, c'est ce qu'il a dit. Merci. Alors, nous souhaitons diffuser une pièce dont le numéro est CIV-D15-0001-0589. C'est une interview accordée par Laurent Gbagbo à François Chignac, un journaliste d'Euronews, le 31 décembre 2010. Et la vidéo a été extraite par la Défense le 4 avril 2012 du site Dailymotion. Et l'interview a aussi été diffusée sur la RTI. Le time Mr. McDonald's. Le président, Monsieur McDonald's. Monsieur McDonald's, je suis d'accord à ce que toute l'interview soit versée au dossier si la défense est prête à conclure une admission. Donc, toute l'admission d'Euronews qui date du 29 m'a été diffusée le 31, si je ne m'abuse. Je suis donc prêt à une admission. Et d'ailleurs, je sais que je pose des questions souvent à Maître Altit, mais je suppose que Maître Knoops n'a pas d'objection non plus. Car bien sûr, quand je parle d'admission, dans l'idéal, c'est une admission vis-à-vis des deux conseils de la défense. Je pense donc, Maître Knoops, que vous êtes d'accord, le silence valant acquiescement. Le président, Maître Knoops, est tout à fait éveillé et il ne manquera pas de bondir dès lors qu'il constatera qu'il a quelque chose à dire éventuellement. Maître Altit, tout va bien? Le président, d'accord. Donc, le document entier peut être versé. Donc Alassane Ouattara a perdu les élections. Il a perdu les élections. C'est ce que je répète toujours. Et je dis que si il n'est pas d'accord, et ceux qui le soutiennent, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent dans un comité d'évaluation. On va regarder au plus près les résultats des élections. On va prêt faire demain le décomptage. Êtes-vous prêt? Vous avez dit à l'instant, page 76, le président Gbagbo avait toujours souhaité des solutions par discussion, par dialoguer. Il a même appelé plusieurs fois pour dire que tout le monde vient compter, venir compter les urnes. Il a toujours dit, je vais un petit peu plus loin, il a toujours dit que les gens pouvaient venir voir recompter les urnes pour voir les élections qui les avaient gagnées. Alors, les images qui viennent d'être diffusées, les avez-vous vues? Oui. À qui s'adressait le président Gbagbo? Il s'adressait à... Je crois qu'il s'adressait à
communauté internationale, à l'Union africaine, à tout le monde. Je crois que ça, tout le monde est intéressé. D'accord. Les médiateurs, donc, c'était ceux que vous venez de nommer, communauté internationale, Union africaine, etc. C'est ça? Oui. D'accord. À votre connaissance, est-ce qu'il s'est exprimé plusieurs fois, publiquement, pour dire qu'il souhaitait le recomptage des voix? Je crois, si je me souviens bien, oui, et je crois que ça a dû passer plusieurs fois dans les différentes chaînes, je crois bien, oui, je crois bien. S'est-il exprimé pour dire qu'il souhaitait le dialogue avec l'Union africaine? That was a question. Le président, c'était une question, monsieur le témoin, une question qui vous est posée. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît, je ne vous ai pas suivi. Alors, le président Gbagbo s'est-il exprimé pour dire qu'il souhaitait le dialogue avec l'Union africaine? À votre connaissance. Oui, le président Gbagbo a exprimé ça. Il a toujours souhaité dialoguer avec tout le monde. Il a fait appel à tout le monde. Je crois qu'il y a des images que vous devez avoir, que vous devez montrer, parce que là, vous montrez les images brièvement et puis vous les coupez. Mais il y a beaucoup des images où il a fait appel à l'Union africaine, à plusieurs structures. Hein? Je crois qu'il y a d'autres images, comme je vous ai dit, où il s'est exprimé plusieurs fois. Alors nous allons diffuser une vidéo dont le numéro est CIF-D15-0004-1157. Il s'agit d'une interview de Laurent Gbagbo accordée à Michel Denisot, un journaliste de Canal+, une chaîne de télévision française, début janvier 2011 au Palais présidentiel. Elle a été diffusée le 13 janvier 2011 et mise en ligne le même jour sur le site Dailymotion. Le timecode, 31 secondes à 1 minute 30. Vous permettez? Monsieur McDonald's, Monsieur le Président, je propose la même admission que tout à l'heure. L'accusation, avec la coopération des deux équipes de défense, souhaiterait que l'intégralité de l'interview soit versée au dossier, si cela convient à la défense. Toute l'interview. Good news, because then we can withdraw. Monsieur McDonald's, et c'est une bonne nouvelle, car dans ce cas-là, nous pouvons retirer la demande de l'accusation en application de la règle 35 et nous vous donnerons les numéros plus tard. Merci. Le président, merci, d'accord. Monsieur le Président, je vous demande 30 secondes. Nous allons éclaircir un petit point, si vous permettez. Oui, Monsieur le Président, il semble qu'il y a un petit malentendu ici. Si je comprends ce que vient de dire le procureur, il veut considérer, quels sont les termes, je ne voudrais pas trahir le sens de ce qui a été dit. Entièreté de la vidéo. Oui. Non, l'entièreté de la vidéo, c'est une chose. Mais qu'elle soit sur la liste de preuves ou pas, c'en est une autre. Et c'est ça dont on parle. Non. Just want to clarify. Monsieur McDonald's, une précision sur un point. La défense souhaite utiliser ce document dans le contre-interrogatoire du témoin. Nous n'avons pas d'objection. Notre
demande à la défense, c'est que l'intégralité de l'interview de M. Gbagbo soit admise au dossier au titre de la véracité de son contenu et que la Chambre puisse s'appuyer sur ce document comme étant admis par les deux parties. Indépendamment de cela, et c'est un point distinct, nous avons déposé pour cette vidéo il y a quelques semaines une demande d'addition à nos éléments de preuve. La Chambre n'a pas encore rendu sa décision et maintenant nous utilisons la même vidéo dans le cadre de l'interrogatoire du témoin. Donc, si la défense admet l'intégralité de la vidéo, notre requête devient nulle et non avenue. Voilà ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun guet-apens, aucune surprise derrière mes propos. Si la défense n'est pas d'accord, pas de problème. Mais la défense utilise la vidéo dans son contre-interrogatoire et cela indique les raisons pour lesquelles notre demande était particulièrement pertinente. Ça, c'est une possibilité, sinon j'y reviendrai dans mes questions supplémentaires. Mais pour gagner du temps, je pensais que nous pouvions agir de la sorte. Oui, Monsieur le Président, oui, je crois qu'on est tous d'accord ici. Ce sont deux questions tout à fait différentes qui n'ont rien à voir. L'entièreté de la vidéo, c'est une chose, très bien, on l'utilise. Qu'elle soit portée sur la liste de preuves du procureur, c'est tout à fait autre chose. Parce que sur la liste de preuves, c'est incriminatoire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des conséquences procédurales. Mais quand l'accusation fait une admission et quand les parties admettent une pièce, pardon, je veux qu'on s'entende. Maybe we need to clarify. Monsieur McDonald, peut-être devons-nous préciser les choses, Monsieur le Président, et je suis désolé auprès des interprètes. Le Président, j'ai compris, Monsieur McDonald, mais je ne suis pas sûr que la défense comprenne les implications juridiques de l'admission au dossier. Cela n'a plus d'importance sur quelle liste figure ce document. La décision relève de la Chambre maintenant. L'accusation fait une admission, cela devient un fait, et la Chambre n'a plus besoin de s'occuper à évaluer, apprécier les motifs, car l'admission aboutit au fait que le document est considéré comme véridique, fiable et fidèle à la réalité. Voilà le fond de la signification d'une admission, à moins que je ne m'abuse. Je ne suis pas en train de prendre qui que ce soit par surprise en ce moment. Une admission est une admission. Et c'est autre chose que... Note de l'interprète, la phrase n'est pas terminée. Le Président, j'ai du mal à comprendre pourquoi nous débattons de ce point. Car nous sommes en présence d'un document, il est soumis et ça s'arrête là. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons y réfléchir à tête reposée. Et si besoin est, nous vous enverrons un mot ce soir. Si besoin est. Parce qu'il y a discussion entre nous sur les implications juridiques éventuelles de cela. Le Président, si vous avez besoin de discuter, pas de problème, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez besoin de discuter. Mais enfin, pas de problème. Discutez et dites-moi ensuite. Revenez devant moi plus tard. On me dit qu'on n'a pas encore diffusé la vidéo. Nous allons donc la diffuser, si vous permettez. Oui, mais ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Quand et comment? Je souhaite que ce soit par une discussion. Et je pense que ça va être par une discussion. Les Africains ont déjà envoyé par 2 fois une délégation. Elle va revenir très bientôt. Je ne sais pas la date exacte, mais elle va revenir. J'espère que l'arrivée de cette délégation va servir de détonateur. Mais dans quelles conditions cette crise peut prendre fin pour vous? Oh, moi, je ne pose vraiment pas de conditions. Ce qu'il faut à l'Afrique, c'est le respect des lois et des institutions. Mais est-ce que vous êtes prêt à discuter avec Ouattara et dans quelles conditions? Bon, je suis prêt à discuter avec lui, mais c'est une fois qu'on sera assis qu'on va déterminer ce qu'on discute. Moi, je n'ai pas de conditions préalables. Hein. J'ai dit qu'il y a une situation qui est intenable, qui est invivable. Asseyons-nous et discutons. Il a fait des propos.
Aviez-vous vu ces images? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il était de notoriété publique que le président Gbagbo allait rencontrer les représentants de l'Union africaine? Oui, c'est ce qu'il a dit. Et de quelle discussion parle le président Gbagbo sur ces images? Il parle de discussion. Il parle de discussion de la crise, on était dans la période de la crise. Il parle de discussion des élections, comment il faut sortir de la crise, comment il faut trouver un terrain d'attente entre lui et son frère Alassane. C'était ça l'objectif de discussion. Et comme le président disait toujours, asseyons-nous et discutons, c'était un slogan, aussi un mot qu'il utilisait beaucoup. Quelle a été la réponse de ceux que mentionne le président Gbagbo? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était la réponse. Puisqu'ils sont venus, ils sont repartis, quelle était la suite, quelle était la réponse, je ne sais pas. Puisque chaque fois quand ils venaient après leur raconte, chacun, et on faisait une conférence de presse, des gens disaient dans la conférence de presse ce qu'ils devaient dire, puis ils partaient. Alors on va passer à un autre sujet. Le 7 mars, le premier jour où vous étiez ici, vous nous avez dit, page 50, ligne 5, et je vous cite, « La tension en Côte d'Ivoire était trop élevée. Je vais un peu plus loin. Des gens qui ont pris des armes, qui ont attaqué. Vous croyez qu'on veut vous attaquer, non, qu'on veut attaquer votre pays. Monsieur le Président, j'ai un petit problème de relecture. Je vais vous demander une seconde pour lire sur le transcrit lui-même, comme ça, pas d'erreur. Alors, voilà. Mais la tension en Côte d'Ivoire était trop élevée, c'est ce que vous avez dit. Hein. Mais la tension en Côte d'Ivoire était trop élevée, vous-même, voyez vous-même, on vous demande des gens qui ont pris des armes, qui ont attaqué, vous croyez qu'on veut attaquer votre pays, et les accords, on vous demande là-bas de vous passer de votre Premier ministre, de faire nommer un Premier ministre que l'accord avait imposé et de nommer des ministres qui étaient de la rébellion. Alors, on est en 2002. Est-ce que vous pouvez nous dire, enfin plus exactement, c'est après l'attaque de 2002, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là? Parce qu'on croit comprendre, mais ce serait encore mieux si vous nous disiez précisément ce dont il est question. Ok, mais je suis en train d'expliquer. La Côte d'Ivoire venait nouvellement de rentrer dans cette crise. On n'a pas l'habitude de vivre ça en Côte d'Ivoire. Et donc, lorsqu'il y a eu la crise, il y a eu l'attaque, tout ça. Donc, les gens ont mis en place que les différents partis aient discuté à Makoussi, je crois. À Makoussi. Et c'est comme ça, les décisions sont sorties là-bas, où ils ont demandé au président Laurent Gbagbo de s'en passer de son premier ministre, qui était M. Afin Guessa. Et ils ont nommé, je crois, un premier ministre qui est Seydou Diarra, quelque chose comme ça. Et en plus, ils ont demandé de faire entrer d'autres personnes dans le gouvernement. Et ça révoltait la population d'Abidjan, c'est ce qu'il a dit. Ça révoltait les gens, on trouvait que c'était immoral, que des gens prennent des armes pour des postes ministériels. Ce n'était pas un bon exemple pour l'Afrique. C'est-à-dire, dans n'importe quel pays,
celui qui veut rentrer dans un gouvernement ou qui veut être quelque chose, il prend les armes et on l'appelle. Bon, monsieur, déposez les armes, venez être ministre. C'est ce qu'il se disait, c'est ce qu'il révoltait. C'est ce qui révoltait les gens. À Abidjan, parce que les gens trouvaient que c'était immoral, ce n'était pas une bonne chose que les gens prennent des armes et qu'on vient discuter avec eux pour les faire entrer dans le gouvernement. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il aurait dit aussi. Mais qui impose? Parce que vous dites, ça a été imposé, etc. Qui impose? Bon, la discussion a eu lieu en France. Il y avait des responsables, je crois, du gouvernement français qui étaient autour de la table. Donc, et c'est eux qui ont convoqué cette discussion-là en France. C'est la France qui a convoqué, je crois, la discussion en France. Donc, quand il était imposé, il y avait des gens qui étaient là, qui géraient, qui guidaient la réunion. Et je crois qu'ils avaient des décisions à donner. Et c'est eux qui ont demandé. Le président Gbagbo même est là et lui peut vous dire qui sont ceux qui l'ont imposé ça. Vous dites ensuite, le président Gbagbo n'avait pas le choix, mais la population n'était pas d'accord parce que il y a cela aussi, il faut comprendre, il y a aussi la population qui n'accepte pas cette injustice. Alors, pourquoi la population n'était pas d'accord? Oui, je l'ai dit, j'étais à Abidjan même lorsque la réunion venait de finir et puis les décisions ont été prises et puis on a enlevé le Premier ministre et on a nommé un Premier ministre là-bas. À Abidjan, la population n'était pas d'accord, les gens même étaient très révoltés, même ils s'en prenaient même, dans cette période-là, ils s'en prenaient même aux Blancs. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, c'était très mal vu. Mais quand le président, je crois, il est revenu, il a calmé le jeu, il a tenu plusieurs réunions au palais de la présidence, au plateau, il a tenu plusieurs rencontres avec la jeunesse, avec différentes associations, laquelle il a expliqué. Il a expliqué la réunion de Makoussi 1, il a expliqué aussi pourquoi il a accepté ses sacrifices, tout ça, mais il a aussi expliqué qu'il avait toujours la gouvernance dans sa main, c'est-à-dire qu'il gouvernait toujours le pays. Mais il y avait des choses qu'il fallait qu'il cède pour calmer les choses et que le pays revienne normal. Ça, je crois que vous devez avoir encore les films, je ne sais pas. Mais tout ça, ça a été filmé, ça a été projeté. Donc si je comprends bien, c'est l'intervention du président Gbagbo qui a contribué à calmer les choses, c'est ce que vous dites? Oui, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et vous dites, page 49, ligne 16, mais sincèrement, je cite, mais sincèrement, ce n'était pas facile parce que la population trouvait ça injuste. Qu'est-ce qui n'était pas facile? Les décisions n'étaient pas faciles, c'est-à-dire que les décisions laquelle que le président a accepté, il a cédé certaines choses. Et comme je vous ai dit, j'ai répété, ce n'était pas facile parce que la plupart de la population abidjanaise, je vous ai dit qu'ils trouvaient ça injuste, mais que ce n'était pas normal. Qu'on ait discuté avec des gens qui ont pris des armes, et c'est pour des raisons de poste ministère ou un truc comme ça, parce que c'est ce que les gens parlaient de ça à Abidjan. D'accord. Vous donnez une explication, vous dites, en parlant de la population, qu'elle n'était pas d'accord, mais elle a fait avec, c'est page 51, ligne 1, mais elle a fait avec, on était obligé d'accepter cette décision parce qu'on pense, je crois qu'il y a marqué parce qu'on pense qu'il le fait pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Fin de citation. Qu'il, c'est qui? Je vais vous dire que quand le président de la République est revenu, il a essayé de calmer le jeu et puis en plus, il a rencontré, je crois qu'il a rencontré
la jeunesse au palais présidentiel a rencontré plusieurs associations, plusieurs organisations du pays pour expliquer quel était passé à la Réunion. Il a donné son point de vue, il a donné aussi, il a parlé aux Ivoiriens qu'il était le président de la Côte d'Ivoire, mais voici les conditions qui lui ont été imposées à la Réunion là-bas et qu'il a accepté pour le sacrifice de la Côte d'Ivoire, pour sauver le pays. Ça, il a dit. Ça a été télévisé même. D'accord. Le 8 mars, vous nous dites, page 64, ligne 2, et je vous cite, « Monsieur Gbagbo était non seulement un grand chef d'État de la Côte d'Ivoire, mais il était aussi à l'époque un grand chef de l'opposition. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà ce que j'aurais dit. J'aurais dit d'abord, avant qu'il soit chef d'État, il était un grand chef de l'opposition. Puisque c'est grâce à lui, j'ai expliqué ça ce matin, c'est lui qui a fait venir le mini-parti en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a installé la démocratie. Donc c'est pour cela qu'il a dit, il a été le premier chef de l'opposition de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a été le premier opposant au président Fils Houphouët-Boigny. C'est lui. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il était un grand chef de l'opposition. Et après, je vous dis, il était aussi un grand chef de l'État. C'était un grand chef de l'État, le président Gbagbo. Ça, c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas comment vous voulez qu'il y ait dans la profondeur, mais pour moi, il était un grand chef de l'État. C'était quelqu'un qui acceptait de dialoguer, de discuter, et échanger, et trouver toujours des solutions. Il appelait toujours, venez, asseyons-nous et discutons. C'est lui qui a dit ce mot-là. Venez s'asseoir et on va discuter autour d'une table. C'est comme ça que le président Gbagbo travaillait. C'est comme ça qu'il travaillait. Vous dites un peu plus loin, toujours à la même page 64, ligne 21, je vous cite, « L'homme que je connais a toujours lutté pour la souveraineté totale de la Côte d'Ivoire et même allé, et là, pas très clair, mais je suppose que c'est pour que les pays africains aient la souveraineté et qu'ils soient respectés. » Bon, fin de citation. Et vous dites, alors ma question c'est, est-ce que c'est aussi pour cela que vous considérez que c'était un grand chef d'État? Oui, je vous explique. Vous voyez, le président Gbagbo au Cameroun, il a beaucoup de respect, il est beaucoup aimé au Cameroun. Au Togo, pareil. En Guinée, pareil. Moi, j'ai été aussi en Afrique du Sud. J'ai vu des gens qui parlaient de lui. Pareil. Au Cameroun, moi, j'étais au Cameroun. J'ai fait 1 semaine ou 2 semaines au Cameroun. J'étais à Douala, au Cameroun. Je suis allé partout. Et j'ai rencontré les gens. C'est ça ce qu'ils ont parlé du président. Pour eux, il était en train de réveiller la conscience des Africains. Parce que le président, c'est un professeur en histoire. Donc, il connaît l'histoire de l'Afrique. Il connaît bien l'histoire du monde. Donc, pour eux, c'est un symbole pour eux. C'est-à-dire c'est lui qui pouvait défendre la souveraineté africaine. Pas la Côte d'Ivoire seulement, la souveraineté africaine, qui pourrait défendre les Africains. De tout ce qui suivent, comme je l'ai toujours dit, les injustices, et tout ça. C'est de ça que je vais parler. C'est pour ça qu'il dit que c'est un grand chef d'État. Et ce que moi, je vous dis, toute l'Afrique le reconnaît. Toute l'Afrique le connaît. Ça, c'est mon analyse à moi-même. Et dans les enquêtes, dans beaucoup de documents, vous allez voir que ce qu'ils vous disent, c'est la vérité. Et je suppose que c'est à ça que vous faites référence quand vous dites, quelques lignes après, je vous cite, « Je pense, c'est pour ça aujourd'hui qu'il se retrouve ici. » Fin de citation. C'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est parce que, vous savez, il y a parfois dans la vie, toutes les vérités ou tous les combats ne sont pas bons.
C'est pour ça qu'il se retrouve ici. Ça, je l'ai dit. Je ne cache pas de le dire. Je l'ai dit. Parce que ici, un peu quand je vois l'histoire du président Gbagbo, me rappelle un peu l'histoire de Jésus et Barbaras. Juste en général, hein. À ceux qui connaissent l'histoire vont comprendre. Et pour moi, cette histoire, ça vient de se répéter après des milliers de siècles. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai dit. C'est une histoire qui se répète entre Jésus et Barbaras. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, si vous êtes chrétien, vous devez connaître l'histoire du monde. Donc, c'est de ce que je voulais dire. J'ai dit, pour moi, c'est mon analyse à moi. Ce qui arrive au président Gbagbo. C'est ce que j'ai dit. Et qui est Jésus? Jésus, c'était l'envoyé. Non, je sais. Ah, dans votre... Bon, écoute, c'est... Well, I think we're going a little bit too far. Le président, je pense qu'on va un peu trop loin avec ces questions sur la Sainte Bible. Alors, tenons-nous-en aux faits, s'il vous plaît. Oui, la question posée aux témoins, c'est qui compare-t-il comme personnalité ivoirienne à Jésus? Pour qu'on comprenne la comparaison. Well, but I think it's... Le président, enfin, c'est évident. Pas besoin de rentrer dans les détails. Je crois qu'on peut laisser les choses comme ça. C'est quand même très clair. Et de toute façon, ce n'est qu'une opinion personnelle, ce n'est qu'une impression, ce n'est pas un fait. En tout cas, je ne le pense pas. Bon. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, vraiment. Et vous ajoutez, le 9 mars, page 87, ligne 17, parlant du président Gbagbo, je vous cite, « Je ne le laisserai jamais tomber ». Un peu plus loin, vous dites, « Ce n'est pas un criminel. Je veux que... » Alors, c'est tout le monde. Page 87, ligne 17. Je veux que tout le monde le sache. Je crois qu'il y a tout. Bon. C'est vrai, il y a eu la crise, il y a eu des morts, mais ce n'est pas planifié, c'était dans une crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette idée que ce n'était pas planifié? D'un côté, vous dites qu'il y a eu des morts pendant la crise. De l'autre, vous dites que ce n'était pas planifié. Dites-nous, expliquez-nous. On a besoin de comprendre les choses. Merci, maître. Moi, je parle selon mes connaissances à moi. Je ne parle pas pour d'autres personnes ou d'autres choses. Je vais dire qu'il y a eu la crise. Nous étions dans une crise politique très élevée. Très élevée où il y avait toujours des affrontements, toujours des descentes dans la rue, de tous les côtés, partout dans le pays. Il y avait toujours des problèmes. Et ça engendrait des morts. Parce qu'il n'y avait pas de crise où il n'y avait pas de morts. Ça engendrait des morts. Mais quand je dis que c'est vrai qu'il y a eu la crise, il y a eu beaucoup de morts. Les gens parlent de 3 000. Ici, moi, je dis que c'était plus que 3 000. Comme je n'ai pas compté, moi, je n'ai pas le bilan, je n'ai pas les documents, mais je sais qu'il y a trop de morts. Il y a vraiment trop de morts en Côte d'Ivoire. Et trop de violence. Trop de violence. Donc, je disais qu'ils ne sont pas planifiés. Quand je dis qu'ils ne sont pas planifiés, je veux dire que ce ne sont pas des crimes, par exemple, qui ont été planifiés par tel groupe pour dire, bon, demain matin, voilà, venez, on organise, on va aller attaquer tel groupe et on va les éliminer, on va les tuer. Ou l'autre groupe va dire, bon, demain, on va attaquer tel groupe. Non, je dis que c'est une crise générale qui est tombée sur la Côte d'Ivoire, d'où elle est quittée pour tomber, je l'ai déjà expliqué. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, je ne sais pas. Mais j'ai dit, il y a eu trop de morts, mais ce n'est pas planifié. Ce n'est pas que quelqu'un a donné des ordres d'aller tuer les gens. C'est dans la crise, où il y avait des affrontements partout, chaque fois. Et c'est ce que j'aurais dit.
C'est ce que je suis en train de dire. Je pense que je me suis fait comprendre, maître. Vous êtes fait comprendre, je crois. Un peu plus loin, page 87, vous dites « Quand il, c'est-à-dire le président Gbagbo, a été arrêté le 11 avril, il y a eu 1000 morts en un seul jour à l'ouest. » Et un peu plus loin, mais Alassane n'a pas ordonné ça, le président Alassane n'a pas planifié ça. Et vous dites, c'est dans le désordre que cela est arrivé. Alors, ma première question, donc on comprend que les partisans d'Alassane ont commis un massacre de 1000 morts en un seul jour à l'ouest, le 11 avril 2011. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous faites référence ? Oui, maître. Je fais référence à ce qui s'est passé à Dekwe, dans le camp réfugié. Ce qui s'est passé après les élections quand Gbagbo a été arrêté, où les gens poursuivaient les gens les militants de Gbagbo. Donc, il y a eu trop de morts. Et tout le monde le sait. C'est pas moi. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit et c'est ce qu'on a vu dans les images. Et je crois que pour le moment, c'est où il y a les charniers, où il y a les corps sont jusqu'à présent sous surveillance des autorités de droits de l'homme, je crois, ou un truc comme ça. Puisque les enquêtes n'ont pas encore fini ou les enquêtes n'ont pas encore commencé, ça, je ne sais pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Et je suis en train de dire, c'est un exemple que j'ai donné. C'est un exemple que j'ai donné que c'est dans le désordre qu'il y a eu ça. Ce n'est pas parce que ça a été planifié. Non, c'est dans le désordre que ça est arrivé. C'est arrivé dans une guerre, c'est arrivé dans un parapolitique. Mais rien n'était planifié. Ce qui s'est passé à l'ouest ou ce qui s'est passé à Abidjan, rien n'est planifié. C'est arrivé, c'est de la crise, c'est venu. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc ce que vous nous dites, c'est que le désordre Oui, je sais. La notion de désordre est un élément d'explication important de ce qui s'est pour vous, de ce qui s'est passé pendant la crise. C'est ça. C'est cette idée-là de désordre. C'est ce que vous voulez dire. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Je veux dire vraiment, parce qu'il n'y avait plus de contrôle. On ne peut pas contrôler les gens. C'est ça le désordre. C'est-à-dire quand les gens, un peuple ou une population qui ne peut pas être contrôlée, c'est difficile. Ça mène le désordre. C'est ce que je veux dire. Et qu'on comprenne bien, vous parlez en général pour tous les camps. Vous voulez dire que personne ne contrôlait personne ou pas? Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Oui, maître, je parle de tous les camps. Moi, ici, je parle de tous les camps. Je parle des camps de pro-choses, je parle des camps, les militants de je parle des militants de... Je parle de tous les camps, qu'il n'y avait pas de contrôle. Ce genre de situation est difficile à contrôler. Il n'y a pas de contrôle. Donc, ce n'est pas que c'est planifié, c'est ce que je voulais faire savoir. Et c'est ce que j'ai dit au bureau du procureur, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit ça à la Chambre, que c'était dans un désordre total. Chacun réglait ses comptes à son prochain